Vertigo, une façade pour les couvreurs et les incontournables de la mise en œuvre. Alors juste en préambule, peut-être pour dire l'origine du titre, hein, pourquoi Vertigo, une façade pour les couvreurs? Eh bien tout simplement parce que dans le domaine de la façade ventilée, il y a énormément de matériaux. Il y a des matériaux qui sont directement fléchés pour les couvreurs et la façade de Vertigo fait partie de ce style de matériaux puisqu'on va retrouver les petits éléments de couverture que l'on va mettre en paroi verticale avec des nouvelles méthodes de pose. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, ce que nous allons aborder à travers cette présentation, c'est dans un premier temps à quel document de référence je fais allusion quand je fais d'une part de la façade ventilée et d'autre part du Vertigo. On abordera ensuite les éléments qui constituent cette façade Vertigo, de quoi parlons-nous, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et puis les deux poses innovantes que sont la pose à bureau horizontale et la pose à cassette. Voilà ce que je vous propose d'aborder. S'il y a des questions, je vous demande de les garder pour la fin parce que c'est enregistré et vous pourrez les poser à la fin de la présentation. Donc nous y allons. Les documents de référence. Alors, dans un premier temps, on va se référer au cahier du CSTB. Quand on fait de la façade ventilée, on ne parle pas de DTU. Le DTU est en cours d'écriture, donc aujourd'hui, pas de DTU dans le cadre de la façade ventilée. Par contre, afin d'harmoniser les différents types de structures, on va se référer à ce que nous appelons un cahier du CSTB, en l'occurrence le cahier du CSTB, le 3316, qui prend en compte l'ossature bois et l'isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un avis technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, quand vous faites de la façade ventilée, quand vous posez une façade ventilée sous avis technique, elle fait automatiquement référence à un cahier du CSTB, en l'occurrence le 3316 quand vous êtes sur une ossature bois. Et si vous étiez sur une ossature métallique, vous feriez référence au 3194, donc ossature métallique. Sur la partie Vertigo, on ne parlera pas d'ossature métallique puisque ça n'est pas l'objet et on n'est pas parti dans cette démarche-là. Deuxième document de référence auquel nous allons faire allusion, c'est le DTU, le document technique unifié, donc le 4013 qui aborde la couverture en ardoise de fibre-ciment. Et dans ce DTU 4013, il y a une partie sur la pose dite traditionnelle. Ce qu'on appelle la pose traditionnelle en ardoise, c'est la pose à pureau entier ou la pose à claire-voie. Donc là, on va se retrouver en pose traditionnelle et on rentre dans le cadre de ce DTU. Si on va sur les deux poses innovantes que l'on va développer tout à l'heure, on se rattachera donc au cahier de prescription de pose, donc document établi par le concepteur du système, en l'occurrence Eternit, c'est ce qu'on appelle les poses non traditionnelles. Donc si vous êtes en pose à cassette ou en pose à bureau horizontale que l'on va développer tout à l'heure, vous aurez deux documents de référence à avoir. Le cahier de prescription de pose établi par le fabricant qui se rapportera au cahier du CSTB pour la mise en œuvre de l'ossature. Donc ça, ce sont les documents de référence auxquels vous devez apporter une attention particulière lorsque vous faites de la façade ventilée. Les principaux composants lorsque nous faisons de la façade ventilée. Dans un premier temps, on va avoir le mur. On rappelle bien qu'on est dans le cadre d'une isolation thermique par l'extérieur et qu'on peut avoir différentes techniques de mise en œuvre. Quand je vous parle de façade ventilée, on est sur une façade, du coup sur lequel on va avoir ce mur avec une fixation et une équerre. Cet équerre permettant du coup à déporter l'ossature de la façade afin d'avoir un espace suffisant pour permettre d'isoler et aussi de ventiler. L'objet de la ventilation, on y reviendra aussi tout à l'heure, c'est d'évacuer le surplus d'humidité que l'on va avoir derrière la paroi. On a bien sûr l'isolant, je viens d'en parler. L'isolant, juste pour se rappeler bien les choses, c'est que cet isolant, on doit le fixer au mur. Si on ne le fixe pas au mur, vous allez créer du coup un déport de l'isolant par rapport au mur et vous allez créer une lame d'air derrière cet isolant, du coup qui va annuler l'effet d'isolation. Vous allez avoir ensuite l'ossature. Donc là, en l'occurrence, si vous le voyez, on est sur une ossature bois. Cette ossature bois se réfère à ce cahier du CSTB 3316. Donc elle a un dimensionnement aussi particulier que j'évoquerai tout à l'heure. Et dessus, quand on est sur une pose traditionnelle ou une pose à bureau horizontale, on va avoir des lithos qui vont venir sur cette ossature directement. Et nous allons avoir ensuite, bien sûr, l'ardoise Vertigo qui va se positionner sur ces lithos.
Dans le cas où nous sommes sur une pose à cassette, on n'a pas de litho. Alors là, je vais les remettre, mais on va avoir directement les ardoises qui vont venir s'appliquer sur l'ossature. D'accord? Vous voyez que dans mon schéma, je ne mets pas de pare-pluie. Donc on n'a pas de notion de pare-pluie quand on fait du vertigo, puisque la pose à pureau horizontale permet d'avoir une classification de mur qui est une classification de mur 14, de type 14, et la classification de mur type 14 nous renvoie donc à un autre cahier du CSTB qui est le 1833, où là on aborde les classifications de murs, où l'étanchéité de la façade est assurée par le parement de finition, puisque là on est en classe 14, d'accord? C'est-à-dire la classe 14 c'est optimum au niveau de l'étanchéité. Voilà le concept global de la façade ventilée et le système Vertigo. Là, on va être sur la pose à pureau horizontale. Alors, c'est un peu déstructurant s'il y a des couvreurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, parce que l'ardoise, traditionnellement, on la pose verticalement et non pas horizontalement. Là, on détourne en fait cette ardoise et nous allons la poser horizontalement. Cette ardoise-là, vous le voyez, elle est uniquement posée au clou. C'est ce qui avait été dans notre cahier des charges initial pour le développement de cette façade, c'est d'avoir une façade qui soit également sans fixation visible. C'est-à-dire que la pose au clou nous permet cela. Nous allons avoir donc 3 clous dans chaque ardoise avec une longueur de 30 mm. Et ces 3 clous, vous le voyez, les ardoises sont pré-percées. Et le clou ici n'est jamais positionné dans l'axe quand on est à pureau horizontal. Le recouvrement, vous le connaissez tous, quand on fait de la paroi verticale, notamment en ardoise, il est de 60 mm. On ne peut pas aller en dessous de 60 mm. Donc pour avoir notre garde ici par rapport à la liaison de l'ardoise, on va décaler ici le clou sur le côté pour avoir bien 60 mm de recouvrement et ne pas être avec un clou qui soit totalement dans la liaison. Donc vous avez ici l'empreinte globale de l'ardoise avec le petit R ici qui représente le recouvrement. Et on a exactement la même déclinaison, c'est-à-dire qu'on a ici le pureau, le faux pureau et le recouvrement qui est ici. D'accord? Donc l'ardoise est toujours divisée en 3, sauf que par rapport à une pose traditionnelle, elle est posée à l'horizontale. Voilà le schéma de mise en œuvre. Pour la pose à pureau horizontale, il va nous falloir quand même quelque chose qui sont inhabituelles par rapport à de la couverture traditionnelle. Déjà au niveau de l'ossature. Sur l'ossature qui va tenir mon parement, j'ai besoin que cette ossature, elle tienne par rapport à la dépression du haut vent. Quand je fais de la couverture, je travaille avec une carte des zones climatiques qui s'appelle la carte de concomitance vent-pluie, où on a ajouté sur une même carte de France les précipitations en termes de pluie et aussi les zones de vent. Et on a fait une accumulation des deux, c'est ce qui nous donne les 3 zones que l'on connaît, que les couvreurs connaissent bien, pour établir notamment le recouvrement lorsqu'on est en paroi inclinée. Quand on travaille en bardage, on ne s'occupe pas de cette carte-là, on va travailler avec la carte des zones de vent. Vous connaissez le phénomène de tourbillonnement, notamment au niveau des angles. Ça veut dire des angles du bâtiment, on va travailler en dépression. Ça veut dire que ici, si je reprends mon schéma initial, j'ai la cheville qui tient mon équerre, elle subit 2 effets. Le premier effet qu'elle subit, c'est le poids du bardage. Donc il faut qu'elle soit assez costaud pour tenir le poids de mon bardage. Et le deuxième effet, c'est par rapport à la dépression, c'est-à-dire à l'arrachement. D'accord ? Donc ça, la cheville, c'est aussi l'élément incontournable qu'il faut prendre en compte pour que ma façade, elle tienne. La deuxième partie, c'est l'équerre, bien sûr. Cette équerre-là, elle va être dimensionnée en longueur pour avoir une profondeur qui soit suffisamment importante pour passer mon isolant et d'avoir ma lame d'air. Je rappelle que nous sommes sur une façade ventilée, avec un système Vertigo, et que quand on parle de façade ventilée, on parle bien sûr de lame d'air. Et juste un petit rappel, on ne confond pas l'épaisseur de la lame d'air et la section de ventilation. 2 choses qui sont totalement différentes. D'accord ? La section de ventilation, c'est l'ouverture nécessaire qui va me permettre de bien ventiler ma lame d'air. C'est une ouverture en pied de bardage et c'est aussi une ouverture en haut de bardage. Il faut que l'air circule par cet effet de cheminée.
Ma section de bois, quand je suis sur du pureau horizontal, ça va être de 50-50. Alors pourquoi 50-50? On va utiliser un bois de classe risque 2. Le risque 2, c'est par rapport aux agressions, que ce soit la pluie, que ce soit les champignons ou autres. Ça, c'est sa classe de résistance par rapport aux agressions naturelles. Et puis, on a une autre classification de bois qui est la classe de C18. Un C voulant dire conifère. 18, c'est la résistance mécanique du bois. Et du coup, on ne doit pas avoir, quand on fait du bardage et de la façade ventilée, une flexion du bois qui soit supérieure à 1/200e. Ça veut dire que lorsque vous utilisez un bois de classe C18 avec une profondeur de bois de 50 mm et que vous mettez un écartement entre deux équerres sur votre mur qui soit inférieur ou égal à 1,35 m, vous êtes sûr d'avoir cette flexion du bois qui ne soit pas supérieure à 1/200e. Vous pouvez utiliser effectivement un bois qui soit plus fin en profondeur. Généralement, beaucoup nous disent, nous on utilise du 6-4. Très bien, utilisez du 6-4. Cependant, vous allez être obligé de justifier que la flexion de votre bois n'est pas supérieure à 1/200e. C'est tout à fait justifiable. On vous demandera certainement de rajouter des équerres. Plutôt que d'être à 1,35 m maximum, on va vous dire de passer avec des anthrax à 900. Après, il faut faire le choix. Est-ce que je veux mettre plus d'équerres ou est-ce que je veux augmenter ma section de bois pour optimiser mon nombre d'équerres? C'est un choix à faire. Et on se rappelle bien que la cheville ici, elle supporte tout l'ensemble. Donc en fonction de la nature de votre matériau, vous allez bien sûr aussi adapter la cheville qui convient. Donc ça, c'est pour l'ossature. On va se retrouver après, je vous l'ai dit, sur la pose à pureau horizontal avec des lithos. Là, c'est pareil. On va avoir un anthrax entre chaque ossature qui va être de 600 mm. Alors, pour les couvreurs, ils comprennent bien ça quand je leur dis l'effet de rebond quand on cloue une ardoise, c'est quelque chose d'assez agaçant. Ici, rappelez-vous, elles sont toutes posées au clou, les ardoises. Donc ça veut dire qu'on va plutôt dimensionner un litho qui soit de taille supérieure. Le minimum, c'est 18,50. Vraiment, pour avoir un confort de pose, passez, ça c'est un vrai conseil, avec du 25,50. Alors 50 mm, ça semble tout à fait nécessaire parce que vous allez avoir besoin non pas d'un jeu de tête de 10 mm quand vous faites du pureau horizontal, mais de 20 mm pour clouer l'ardoise. Si on revient en arrière, ici, on doit avoir 20 mm pour avoir suffisamment de bois pour placer mon clou. Si je mets 10 mm, du coup, je vais assez vite éclater mon bois. Donc, on passe à 20 mm. Deuxième chose, mes lithos, ici, quand je fais du bardage, contrairement à la couverture, je peux clouer mon litho avec de la pointe lisse. Quand je fais du bardage, on n'utilise pas de pointe lisse. Ça, c'est interdit en bardage, vous l'avez compris, par rapport au phénomène de dépression. Il ne suffit pas que mon ossature tienne bien, que mes ardoises tiennent bien sur le litho, et puis que ce soit les lithos qui s'arrachent. Ça n'aurait pas de sens. Donc, mes lithos, je vais mettre soit deux pointes, et ce seront des pointes annelées ou torsadées, ou alors je vais mettre une vis. D'accord? Avec une section minimum de la vis de 3. D'accord? De 3 fois le diamètre, en fait. D'accord? Par rapport à la distance au bord. Ok? En fait, ça c'est... Ici, ce petit tableau-là reprend les diamètres que vous devez utiliser. D'accord? C'est-à-dire que ici, par rapport à la vis, les distances par rapport au bord doivent être supérieures à 3 fois le diamètre de la vis. Je vous le refais. D'accord? Si j'ai une vis qui fait 5 mm de diamètre, par rapport au bord ici, je dois être à 3 x 5, 15, c'est-à-dire 15 mm du bord pour éviter la notion d'éclatement. Ok? Autre chose, la fixation des ardoises. Quand on est à pureau horizontal, on va travailler avec une fixation des ardoises. Et là, on peut travailler en clou lisse parce que chaque ardoise va avoir 3 fixations. Donc là, on a assez de retenue à la dépression. Par contre, la longueur du clou ne sera jamais inférieure à 30 mm. C'est-à-dire que le 27-15, on ne va pas l'utiliser, on va commencer à 30 mm pour avoir une bonne tenue au niveau du litho. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie pose à pureau horizontal. On va aller sur l'autre pose innovante, qui est la pose à cassette. Dans ce cas-là, vous le voyez, on n'a plus de litho support. On va poser nos ardoises en rangée verticale, les unes sur les autres, et on va les poser directement sur l'ossature. On mettra entre l'ardoise et l'ossature une bande de PDM à lèvres, on verra, pour assurer l'étanchéité. Ça ne nous amènera pas, dans ce cas-là, à un mur de classe
14, on sera juste en dessous à un mur de classe 13, parce que la différence entre les deux, c'est que le matériau de finition n'assure pas à lui seul l'étanchéité de la paroi. D'accord ? On est obligé d'ajouter quelque chose supplémentaire. Donc là, en l'occurrence, on aura une bande EPDM. On voit ici et on retrouve sur cette pose à cassette notre pureau, notre faux pureau et notre recouvrement qui est de 60 mm. Bravo. Ici, le X, c'est-à-dire le joint entre les deux, il va pouvoir varier de 10 à 20 mm. Là, ici, par contre, le trou de notre ardoise, contrairement au pureau horizontal, il va être dans l'axe parce que notre ossature va être posée dans l'axe. Vous voyez ici que mon ossature, elle a deux dimensions différentes. Par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, la profondeur du bois, 50 mm, ça reste la même. D'accord ? Par contre, la largeur va différer. Ici, cette largeur-là, 50 mm, je me retrouve dans la configuration de tout à l'heure où j'ai un 50-50, d'accord ? Puisque là, j'ai juste besoin de mettre un clou. Ici, 90 mm, je vais… Pourquoi 90 ? Tout simplement parce que je vais avoir mon joint maximum de 20 mm. Et si je veux conserver, rappelez-vous, l'éclatement 3 fois le diamètre, hein, il va falloir que je passe à 90. Donc, ici, ce n'est pas des sections commercialisées. Hein, je veux dire, du 50-50, il y a certaines régions où c'est quelque chose que vous trouvez au négoce. Par contre, du 90-50, vous n'allez pas le trouver. Hein, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de prendre un 50-150, un 5-15, et du coup, vous allez le refendre. D'un côté, vous allez faire un 5-5, et de l'autre, vous allez faire un 100 par 50, allez, moins l'épaisseur du trait de scie, et du coup, vous avez une ossature qui est tout à fait adaptée. Dans une planche de 50-150, vous allez faire les deux ossatures. Donc voilà, le type de pose, très simple, ici, au niveau de la mise en œuvre, hein, on empile donc des colonnes. Petit conseil aussi au niveau de la pose, ne vous aventurez pas à faire les joints ici à l'œil. Mettez-vous une cale de l'épaisseur du joint choisi. Vous démarrez bien et vous êtes sûr à chaque fois d'être bien parallèle. Section de bois et quincaillerie, on est sur la même chose. Je ne vous refais pas la démarche hein, sur l'ossature, la cheville et tout ça. Par contre, ici, effectivement, en face vue, on va avoir une ossature qui va être de 50 et une ossature de 90 mm. Voilà. La profondeur du bois, elle ne change pas, c'est toujours 50. Ce que l'on va ajouter là pour faire les joints ici, c'est-à-dire que chaque chevron va être recouvert de ces bandes EPDM. Pour les chevrons qui font 50 de large, enfin pour les chevrons qui font 90 de large, on va mettre une bande EPDM à double lèvre, d'accord ? C'est cette bande EPDM qui va assurer l'étanchéité. Juste pour vous représenter les choses, lorsque vous avez 3 ardoises qui sont en recouvrement de la sorte, hop, je ne sais pas si on me voit là, vous voyez bien que, je vais essayer de le schématiser de cette façon-là, vous voyez bien qu'ici, du coup, j'ai un creux quand elles sont en recouvrement, parce qu'à chaque fois, j'ai 3 épaisseurs. Donc, si je ne mets pas de joint à lèvres, du coup, il y a de l'eau qui va rentrer ici. Et par ruissellement, ça les couvreurs le savent bien, notamment quand ils montent une rive latérale, ils épaulent les ardoises pour renvoyer l'eau vers l'intérieur. Afin d'éviter l'épaulement d'ardoise, on met ce qu'on appelle un joint qui est à double lèvre, qui vient lui se coller là et éviter toute pénétration d'eau latérale. D'accord ? Donc ce joint double lèvre que l'on voit là, ici, assure l'étanchéité. Sur la partie intermédiaire, on va mettre un joint à lèvre qui fait 45. Ce joint à lèvre a juste pour fonction de rattraper l'épaisseur pour être au même nu au niveau de l'ossature. Il n'a aucune notion d'étanchéité. D'accord ? Donc ça, c'est indispensable. Tous les chevrons doivent être revêtus de cette bande EPDM. Et sur la fixation des ardoises, on va, contrairement à la pose à pureau entier, là, on va se retrouver aussi avec une longueur minimum de 30 mm. Mais en plus de ça, on va demander une fixation, une finition annelée au niveau des clous. Parce que la résistance, du coup, la résistance à la dépression est beaucoup moins importante puisqu'elles ne sont pas chevauchées latéralement. Vous comprenez, elles sont empilées les unes sur les autres, mais pas latéralement. D'accord ? Donc un phénomène de dépression beaucoup plus important. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette présentation-là. Avez-vous des questions ? Pas forcément, j'ai certainement été très clair. Oui. La durée de vie du joint EPDM ? Alors, on est sur un joint qui, de toute façon, alors ça c'est une très bonne question. Ne vous aventurez pas à mettre n'importe quel type
de joint. Prenez bien du joint EPDM qui, lui, est résistant aux UV. Hein, ça veut dire que beaucoup, enfin quand je dis beaucoup, certains font eux-mêmes les joints qu'ils découpent, machin. Attention, la bande EPDM, c'est quelque chose qui résiste aux UV et qui a une très bonne tenue dans le temps. D'accord? Ça veut dire qu'on va durer le temps du bardage avec cette bande EPDM. Si vous faites vous-même votre bande, faites vous-même votre bande et du coup, la résistance aux UV, là, pas certain. C'est souvent ce qui dégrade les bandes d'étanchéité. Voilà. Merci à vous et puis à une prochaine fois.